Et ciao à tous, bienvenue dans cet épisode de Canal Inter, un peu spécial puisque cette fois-ci on le fait en vidéo. Bon, il est aussi dispo en podcast, mais on a choisi un petit format vidéo pour plutôt présenter la tactique et pouvoir imager tout ce qu'on vous raconte, ou plutôt tout ce que Cédric va surtout vous raconter, puisqu'il va nous permettre d'analyser ce derby de Milan, perdu malheureusement par l'Inter. Et on va revenir un peu sur ces trois buts, on va revenir sur quelques aspects tactiques. Déjà, salut Cédric. Salut Giuliano, bonjour à toutes et à tous. Je suis content d'être virtuellement avec toi à San Siro, avec cet effet. Voilà, même quand il y a de la distance, on peut se retrouver au-delà de la passion, on peut aussi se retrouver virtuellement côte à côte. C'est un plaisir et donc on va effectivement analyser ce match, ce revers 2-1 de l'Inter, donc deuxième défaite de la saison seulement, après le revers contre la Lazio 3-1, des défaites qui ont quelques points en commun. Et donc on va pouvoir revenir sur les différents sujets avant d'analyser d'un point de vue tactique. Il y a bien sûr le côté amer du résultat qui reste en bouche, même 48 heures après Giuliano. Oui, puisque c'est un résultat auquel on ne s'attendait pas, euh, je pense pour la plupart des affairistes du moins, et qui fait du mal, même si l'Inter reste première du championnat avec un point d'avance et un match de retard. C'est toujours compliqué de perdre un derby. Mais rien n'est terminé. On est toujours très bien positionné dans la course au Scudetto. Et voilà, il faut voir les choses positivement pour la suite. On va faire des petits points précis pour expliquer pourquoi l'Inter l'a perdu. On ne va pas rentrer dans les polémiques d'arbitrage. On va pas, voilà, parce que ça, c'est des faits de jeu. Donc, que ce soit les cartons, que ce soit les fautes sifflées ou non sifflées, on va encore moins parler des polémiques en dehors qui agitent un petit peu les réseaux sociaux en ce lundi. On va se concentrer sur le jeu. On peut peut-être commencer par un duel qui a été assez important de jouer dans ce match. C'est ça, on va commencer par déjà ce duel Kessier-Brozovic. On va faire le tour un peu de tout, j'ai envie de dire, tactiquement. On va un peu brasser globalement les deux camps, voir ce qui a fonctionné ou pas. Donc ici, on va commencer avec ce Kessier qui a été aligné en numéro 10 et Brozovic dans son rôle classique, mais ça a coincé là pour Kessier. C'était un peu un échec du côté de Pioli qui avait voulu mettre son joueur un peu plus haut que d'habitude. Effectivement, c'était un choix plutôt défensif de la part de Pioli qui a cherché à bloquer Brozovic. On le sait, Brozovic, c'est le joueur qui donne le tempo à l'équipe, c'est le vrai regista. Il se met entre ses défenseurs pour lancer les actions. Il court énormément. Il a encore couru 11 km en 80 minutes. Il est toujours très, très actif. Donc, Pioli, pour le bloquer, comme a tenté de le faire Allegri, par exemple, avec Kulusevski, ça a été plutôt pas mal, comme a tenté aussi Gasperini avec Pessina, de faire vraiment un marquage tout le match sur lui, aussi bien en phase offensive que défensive. Mais du coup, ce choix n'a pas fonctionné. On l'a vu, puisque Brozovic réussissait à se débarrasser de Kessier par son activité. Et puis, de l'autre côté, le Milan était privé d'un Diaz, qui est le titulaire habituel, à ce poste-là, et manquait de créativité. Ça s'est vraiment senti. Giroud n'était pas trouvé. Il était vraiment seul pendant une heure. Là-dessus, c'était vraiment un échec de Pioli, qui a mis une heure donc, pour le corriger. Et dès que Brahim Diaz est rentré, on a vraiment senti que ça allait beaucoup mieux pour le Milan. Il n'a pas fait une entrée phénoménale, Brahim Diaz, mais il est sur les deux buts, puisque c'est lui qui frappe et le ballon revient sur Giroud sur le premier, et c'est lui qui donne à Calabria, et Calabria ensuite trouve Giroud sur le deuxième. Très importante de Brahim Diaz, et avec Brozovic qui a eu un peu de mal à marquer Diaz parce qu'il était frais alors que Brozovic était un peu fatigué, donc un peu plus en difficulté pour être au marquage. Donc on peut dire que Pioli a mal pensé le match, mais il a eu la bonne lecture. Je pense que tout le monde l'a eu, cette lecture. Mais en tout cas, il a réagi et ça a été l'une des clés qui a permis au Milan de réagir et de revenir dans ce match. Et à ça, on peut ajouter le fait que l'Inter a joué différemment en deuxième période, où plus essayer de contrôler plutôt que d'aller essayer de tuer le match, en fait, comme elle aurait dû le faire, et comme elle a manqué de le faire à plusieurs reprises cette saison. Et je pense que ça a favorisé aussi le fait que Brahim Diaz ait eu peut-être plus de facilité, d'espace, plus de temps aussi que Kessié n'avait pas, qui était peut-être un peu plus étouffé. C'est vrai que l'Inter a trop géré son match. Tu as raison, ce n'est pas la première fois. C'est le principal défaut qu'on peut trouver à cette équipe, c'est de ne pas savoir tuer les matchs et de parfois se contenter d'un résultat. Alors, par exemple, contre le Torino, ça suffit. Il y a ce match 1-0
où les dernières minutes avaient été difficiles, hein. Il y avait une grosse pression de la part du Torino, mais ça avait tenu. Contre la Lazio aussi, ça avait tenu. Mais contre la Juve, alors il y a pareil, il y a ce penalty qui a été vu à la VAR, mais du coup ça n'a pas tenu. Et encore ce samedi, ça n'a pas tenu. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel Inzaghi va devoir travailler. On pourra peut-être aussi parler du coup des changements, peut-être même en parler maintenant, puisqu'on lui a reproché pas mal les changements du côté, que ce soit de la presse, que ce soit des tifosi. Le changement de Lautaro, pour moi, est compréhensible, puisqu'il était il fait pas un grand match. On reparlera de l'attaque tout à l'heure, mais il fait pas un grand match. Il revenait de 10 jours en Amérique du Sud. Il est remplacé par Alexis, qui a fait le même voyage que lui. Donc, c'était plutôt logique de les voir se partager le temps de jeu. Perisic, a priori, a demandé à sortir, même si c'était pas grave finalement, mais ça, on peut pas le savoir sur le moment. Il a senti une douleur, donc prendre le risque de le perdre pour le Napoli, pour Liverpool, ça aurait été bête. Donc le changement est plutôt logique. Moi, le seul changement, c'est Çalhanoğlu parce qu'il a pris un carton jaune. On connaît cette règle de Simone Inzaghi, un joueur qui prend un jaune est remplacé pour éviter de prendre un carton rouge. Sauf que Çalhanoğlu, pour moi, avec Perisic, est le meilleur intériste sur le terrain samedi. Donc se priver de lui au milieu pour faire entrer Vidal, et on sait que Vidal, c'est tout bon ou tout mauvais cette saison, j'ai trouvé ce choix-là un peu plus discutable. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, on est d'accord là-dessus. Vidal, pour moi, c'est vraiment le seul changement aussi qui me fait un peu tiquer, même si on sait qu'il est capable d'être un super sub. Euh, Surtout cette saison, je pense que par rapport à l'année passée, il montre bien plus. C'était davantage vrai en début de saison, ça l'est un peu moins depuis quelques temps, dernièrement. Mais non, je pense que, en tout cas sur le moment, ça m'a pas dérangé. Sur le moment, j'ai trouvé ça assez normal de mettre Vidal à la place de Çalhanoğlu, parce que Vidal est capable d'ajouter quelque chose, ou en tout cas de conduire cette tactique, peut-être d'apporter de la récupération aussi, d'apporter un caractère offensif, une patte offensive. Donc, c'est vrai que Vidal, c'est pile ou face. Là, c'était le mauvais côté. Bon, faut dire que Çalhanoğlu sort à un partout, donc il y avait peut-être ça aussi qui rentre pour le fait de choisir Vidal et non pas un Gagliardini, par exemple, qui aurait pu être une option un peu plus conservatrice et de mettre juste la course et la taille de Gagliardini. Après, pour la sortie de Brozovic, j'ai lu aussi pas mal de critiques là-dessus sur les 10 dernières minutes. Ce choix-là est aussi parce que Brozovic, comme beaucoup de joueurs, avait beaucoup donné. Et puis Vecino, on sait que c'est un joueur qui se projette dans la surface et qui, même de la tête, peut donner quelque chose, puisque Caicedo s'est fait un petit peu mal avant le derby et donc n'était pas disponible. Et du coup, il n'avait pas la possibilité de le faire rentrer. Et il a manqué un joueur comme ça, comme Caicedo dans la dernière minute, pour pouvoir mettre le ballon dans la surface et avoir une doublette Dzeko-Caicedo soutenue par Alexis pour pousser. Ça aurait pu être utile. Donc, n'ayant pas cette possibilité-là, Vecino, bien sûr, n'est pas Caicedo, mais voilà, il a cette possibilité de se projeter dans la surface. On l'a déjà vu par le passé, parfois placer des têtes plutôt intéressantes. Pareil, ce choix-là, pour moi, n'était pas absurde de la part d'Inzaghi pour tenter de reprendre au moins un point, ce qui aurait été un moindre mal. On va d'abord parler du match de Vrij, qui a fait un match un peu compliqué, peut-être aussi à l'image de sa saison, Cédric. Effectivement, on va s'intéresser aux défenseurs néerlandais, puisqu'il avait plutôt fait un bon début de saison, je trouve. Depuis sa blessure, depuis qu'il est revenu, on le sent moins bien. On le sent qu'il a du mal à enchaîner les matchs, puisqu'il souffle plus que les autres. Là, il devrait encore souffler ce mardi en Coupe d'Italie contre la Roma. Donc, on sent qu'Inzaghi le gère, puisqu'il n'est pas forcément au top physiquement. Et sur le derby, moi, je trouve que pendant 60 minutes, il fait son match, hein. C'est un vrai duel de costaud, parce que Giroud a marqué. Alors, il avait eu Ibra au match aller, il s'était très bien sorti. Et là, il avait encore un client quand même très, 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 très physique. En revanche, c'est vrai que sur le premier but, il n'est pas du tout au marquage de Giroud. Giroud qui arrive dans son dos, il ne le voit pas du tout passer. Il est assez inactif, de vrai, sur le but. Et sur le deuxième, il est vraiment fautif, encore plus qu'Andanovic qui a la même molle, parce qu'effectivement, il aurait pu la sortir. On sait tous que Giroud va faire ce mouvement. Il est gaucher et on sait que maintenant, dans les staffs vidéo, on prépare des résumés sur les joueurs. Donc, De Vrij, en plus, il a reçu sa vidéo avec tous les mouvements de Giroud. Donc, voilà, il le savait qu'il allait faire ça. Seulement, il y a un manque de lucidité sur le moment. Il se fait prendre.
Et ce manque de lucidité peut aussi s'expliquer, je pense, par le fait que la façon de défendre de l'Inter, il y a peu de protection pour les défenseurs. L'Inter est une équipe qui se projette beaucoup. Bastoni va souvent très haut. Il n'y a pas forcément de marquage préventif. Et donc, c'est toujours du 1 contre 1 derrière quasiment. Ce qui veut dire que quand tu es défenseur à l'Inter et quand tu es au centre de la défense, tu dois vraiment être tout le temps concentré parce que le moindre contre, il y a le feu. Et donc, c'est pas évident. Il y avait plus de protection sous Conte, où il y avait les pistons et qui ne montaient pas toujours comme ça les deux en même temps. Bastoni allait beaucoup moins haut. Il y avait un petit peu plus d'équilibre. Et donc, ça peut aussi expliquer le fait que De Vrij, par moment, et peut-être aussi une fatigue au-delà de physique, puisse être aussi une fatigue un peu mentale de concentration. C'est vrai que sous Inzaghi, on voit beaucoup hein, ces moments où on a carrément une ligne offensive avec les deux attaquants, les deux ailiers. On a aussi souvent un milieu ou deux même qui les rejoint et parfois carrément un défenseur central qui accompagne tout ça. Donc ça fait un énorme nombre qui, qui campe en attaque et s'il y a une contre-attaque, après tout le monde cavale en défense pour rattraper le coup. Et on le voit à chaque fois. D'ailleurs, Skriniar qui tape un sprint énorme pour revenir. Bastoni aussi. Et, forcément, De Vrij, lui, il est central, donc il est plus épargné par ça. Mais au niveau de la défense, enfin, de la défense, on a Dumfries, donc, qui est partagé hein, entre la défense et l'attaque, on sait bien maintenant, et qui a été préféré à Darmian pour jouer contre Théo Hernandez dans ce derby et qui s'en est quand même plutôt bien sorti pour ce match. Effectivement, on a parlé du choix de Pioli tout à l'heure, de privilégier Kessié pour être sur Brozovic, donc ce qui était un choix plutôt défensif, on va dire. En revanche, Inzaghi a lui décidé, on le sait, le point fort du Milan, c'est ce côté gauche. Théo Leao, c'est voilà, c'est de par là qu'arrive plus le danger. Et donc, il a décidé de mettre Dumfries parce que il a voulu attaquer le point fort de Théo et l'obliger à défendre, parce qu'il est moins à l'aise qu'il doit défendre. On l'a vu sur ton premier mi-temps très souvent être en difficulté du coup, parce que Dumfries en plus impose un vrai duel physique. Et donc, le Français a vraiment été en difficulté. Et on l'a moins vu aussi offensivement, parce que l'un des choix tactiques faits depuis quelques temps Pioli, c'est de faire de ses latéraux des milieux de terrain en phase offensive. Et on voit ou Calabria ou Théo Hernandez devenir des milieux, un Mezzala en plus, et s'insérer pour créer un surnombre. C'est quelque chose d'assez récurrent. Théo l'a fait assez rarement dans ce match parce que Dumfries le prenait bien, parce que Dumfries l'obligeait à rester assez bas. Et donc, c'était plutôt pas mal. Juste un petit point justement sur cette tactique du Milan, sur le deuxième but, Calabria est en position de milieu de terrain et il n'est pas marqué, ni par Barella qui était passé Mezzala à gauche, ni par Bastoni qui n'a pas le temps de sortir. Calabria est seul et il trouve la passe pour Giroud qui ensuite, on l'a dit, réussit le mouvement. Mais voilà, cette tactique du Milan a fonctionné sur le deuxième but. Un deuxième but où pourtant l'Inter est en supériorité numérique puisqu'il y a 8 défenseurs de l'Inter dans la surface aux alentours contre 5 joueurs du Milan. Donc c'est encore plus rageant. Alors que lors du premier but, les Interis, c'était seulement 3 en phase défensive contre 6 du Milan. Il y a ce contre avec Alexis qui perd le ballon lors de ce contact, qu'on va dire litigieux avec Olivier Giroud. Mais derrière, il n'y a pas le repli défensif suffisant qui se paye cash. En revanche, le deuxième but est encore plus impardonnable dans le sens où les joueurs étaient là, mais que ce soit De Vrij qui se fait avoir par Giroud, les autres ont été vraiment inactifs. Après, on va parler aussi de quelque chose qui a été assez déterminant, c'est la prestation de Maignan comparée à la prestation d'Andanovic, donc les deux gardiens qui ont livré des performances assez opposées dans ce derby. Malheureusement pour l'Inter, heureusement pour le Milan. Effectivement, il y a ce jeu, parfois on dit si tu échanges les deux gardiens. Bon, mais là, je pense que le résultat aurait été clairement différent. On pouvait le redouter avant le match puisque Maignan fait une bonne saison. Il s'est rapidement intégré. Lors du derby aller, d'ailleurs, il faut le rappeler, il n'était pas là. Pour être tout à fait honnête, d'ailleurs, l'AC Milan a joué les deux derbys avec des absents de marque à chaque fois, puisque lors du derby aller, il n'y a pas Maignan, il n'y a pas Théo. Et là, cette fois-ci, il n'y avait pas donc Simon Kjær, il n'y avait pas Tomori, il n'y avait pas Ibrahimovic. Donc, Il n'y avait pas Rebic non plus. et pas Rebic. Donc, il faut avouer que
aussi bien à l'aller qu'au retour, l'Inter a dominé le match sans avoir le résultat, mais que Milan était tout de même un petit peu amoindri. Mais pour revenir donc, effectivement, un Maignan qui fait une bonne saison, mais on l'a vu donc faire des arrêts déterminants. Il y a cette sortie sur Çalhanoğlu aussi en dehors de sa surface qui est très très risquée, mais qui au final est réussie. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est son jeu au pied. Où, lorsque l'Inter décidait de mettre une pression très haute pour la sortie de balle du Milan, ben lui, il jouait long sans problème. Il trouvait ou Giroud ou parfois Léao, mais il n'y avait aucun problème. Par contre, quand Milan décidait pour la même chose, ils l'ont fait surtout en début de première mi-temps et en début de seconde mi-temps, de mettre cette pression haute, de faire du 1 contre 1 sur l'Inter, ben Handanovic était vraiment en difficulté, on le sentait. On sentait une pression et il dégageait n'importe où. Et le ballon, souvent, revenait dans les pieds des Milanistes. Et donc, la pression revenait tout de suite. Et ça, c'est aussi un problème, au-delà de ce qu'on peut dire d'Andanovic avec les mêmes. Le problème, c'est que dans le jeu au pied court, maintenant, il a fait des gros progrès, il est assez sûr. Par contre, dans le jeu au pied long, pour sauter la pression adverse, il n'a pas la précision. Et pour faire penser un petit peu à l'avenir, il y a Onana qui arrive. Il a fait une grosse boulette ce week-end en Coupe d'Afrique des Nations en tant que gardien, mais au jeu au pied, Onana, c'est assez comparable à Maignan, c'est vraiment très fort. D'ailleurs, lors de demi-finale de la CAN, on l'a vu sortir dans les pieds de Salah, qui est un petit peu le même type de sortie qu'a fait Maignan contre Çalhanoğlu. Donc là-dessus, l'Inter gagnera pour ce qui est du jeu au pied. Jeu aux mains, on verra, mais D'ailleurs, ça fait partie des failles, si on peut dire, de la tactique d'Inzaghi, c'est dès qu'on subit ce pressing haut, bah, c'est plus compliqué parce que l'Inter est habitué à construire bas et à remonter comme ça pour arriver jusqu'au but adverse, alors que bah, on l'a vu aussi lors du premier derby, euh, cette volonté de Pioli de effectuer un pressing intense pour forcer Handanovic à utiliser son pied. Et comme tu l'as dit, il a perdu le ballon plusieurs fois. Et je me souviens même qu'une fois, il a carrément envoyé en touche. Euh, Peut-être par choix, je ne sais plus. Mais en tout cas, le pressing fonctionnait. Et c'est pas la première fois qu'un un adversaire utilise ce moyen contre l'Inter cette saison. Je me souviens que contre l'Atalanta aussi, c'était comme ça. Euh, je ne sais plus tellement contre qui. Il me semble que contre Naples aussi, il y avait une grosse intensité. Naples par Et, moment, la Juve par moment. ouais, voilà. Et à chaque fois, ben, on se fait prendre. À chaque fois, on a beaucoup plus de mal. Bon, on a aussi les qualités individuelles qui jouent. Ce n'est pas que du collectif, ce n'est pas que de la tactique pure comme ça. Heureusement, on a des joueurs individuels qui sont capables de faire face à des situations qui ne sont pas prévues, à des situations qui sortent un peu du schéma sur papier. Donc, comme ça qu'on a pu s'en tirer à de nombreuses reprises. Mais je pense qu'individuellement, il y avait un peu ce manque lors de ce derby. Et justement, encore une fois, individuellement, c'est au niveau de l'attaque que ça a surtout pêché au niveau de l'Inter cette fois-ci. Ben, effectivement, on sait que l'Inter, tout le monde peut marquer dans cette équipe, et tout le monde marque d'ailleurs. C'est l'équipe qui a le plus de buteurs différents. Mais cette relation de Dzeko-Lautaro, après quelques semaines, on l'a trouvée prometteuse. Le problème, c'est qu'elle ne s'améliore pas. On sent que pour l'instant, il n'y a pas un feeling entre eux. Alors, on ne va pas comparer avec Lautaro Lukaku parce qu'eux, ils ont joué ensemble 2 ans. Donc, on ne va pas comparer à la saison dernière. Il y avait plus de vécu entre eux. Mais on sent que Lautaro, première pointe comme ça, vrai numéro 9, et Dzeko un peu derrière, pour l'instant, ça ne marche pas très bien. Dzeko continue à faire son travail. Il a encore fait de façon plutôt pas mal, de venir comme ça décrocher, essayer d'organiser le jeu. Mais on sent que lorsque lui, justement, descend comme ça, avec Lautaro n'arrive pas à prendre la profondeur dans son dos. On sent qu'il n'y a pas les mouvements entre eux pour, lorsque Dzeko crée l'espace, Lautaro en profite. Alors que l'an dernier, lorsque Lukaku faisait un travail de première pointe comme ça, c'est à détruire, Lautaro pouvait profiter des espaces parce que le jeu était aussi un peu différent. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, je dirais pas problématique, mais ce duo pour l'instant n'est pas très complémentaire. Et lorsqu'Alexis rentre, on sent qu'avec Zeko, c'est pas non plus à chaque fois très très complémentaire. Donc je pense que s'il y a un dossier tactique sur lequel Inzaghi doit trouver une parade, c'est vraiment au niveau offensif, au niveau de la complémentarité, parce que pour le reste,
encore lors de ce derby, on a vu que dans le jeu, dans la tenue du ballon, dans la façon d'alterner les phases un petit peu de construction et de jeu plus vertical, que ce soit avec Çalhanoğlu, avec Brozovic, avec les pistons, tout marche très très bien. Bastoni qui s'insère, tout est très très bien, mais il manque dans les 30 derniers mètres quelque chose entre Dzeko et Lautaro. Non, mais c'est vrai que Dzeko a énormément de qualités, mais en tout cas, je trouve que individuellement et forcément techniquement, bah, on le sait, il est limité, c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, on l'a vu à un moment, je me souviens très bien, je me demande encore pourquoi il avait ça, c'est que il avait, il reçoit le ballon. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il tente ça. Je veux dire, tout le monde le sait qu'il n'est pas, il n'a pas la vitesse pour ça. Euh, et même Kalulu, qui à la base, c'est quoi, un défenseur latéral. Donc, ne tente pas avec lui. Limite, Romagnoli, allez, pourquoi pas. Mais cette fois-ci, non, j'ai pas compris. Et en fait, le problème aussi, oui, il faut pas comparer avec Lukaku. Lukaku, il était capable de brûler un homme, de d'aller au but lui-même, quoi, de casser des lignes, etc., par son physique. Alors que Dzeko, bah, par son physique, il va, oui, gagner des duels, il va temporiser, il va réussir à trouver la brèche en gardant la balle et en la donnant à un piston ou à un Lautaro, mais c'est pas le joueur qui va s'insérer balle au pied, qui va foncer et qui va te lâcher une grosse mine comme Lukaku savait le faire. Et donc, je pense que le problème aussi de Lautaro, c'est que il ne s'est pas encore lui-même adapté à Dzeko. Je pense qu'il fait encore des mouvements qui sont trop proches du jeu de Lukaku et pas assez de celui de Dzeko. Dzeko, je le vois souvent très seul en fait, Hmm. alors que Lautaro, il est loin, il bouge pas assez, ou alors il fait des mouvements dans le dos de Dzeko qui peuvent peut-être permettre au piston d'avoir plus d'air, mais à Dzeko lui-même, ça ne lui sert pas. C'est vrai qu'il y a cette complémentarité qui ne s'est pas encore trouvée. Et peut-être que Sanchez aussi, en fait, a besoin d'être beaucoup plus épaulé. À voir si Inzaghi, un jour, teste, et enfin, plus que tester, il l'a déjà fait, mais insister sur le duo Lautaro-Sanchez, qui peut-être, par le fait qu'il soit sud-américain, c'est une mentalité aussi différentes, ils peuvent peut-être se comprendre et peut-être qu'ils trouveront une meilleure complémentarité. Mais pour le moment, ça semble être vraiment Dzeko, le principal attaquant, au-delà de Lautaro, et Lautaro qui est secondaire, et Sanchez qui vient aider et qui remplace de toute façon Lautaro à chaque fois, parce que Dzeko, il est hyper important au niveau de la tête, au niveau de son physique, et ça, Inzaghi compte beaucoup dessus sur le côté physique. C'est aussi pour ça qu'il a mis Vecino à la fin, avec cette possibilité de taper des centres et de profiter de la grandeur des deux personnages. Mais effectivement, et c'est pour cela qu'il a demandé Caicedo, qui n'est pas, c'est pas un phénomène, c'est sûr, mais il a cette puissance physique et ce sens du but qui peut parfois manquer à l'Inter. Et pour juste terminer sur ce dossier, effectivement, Alexis et Lautaro ont vécu aussi plus long ensemble à l'Inter, alors que Dzeko est là que depuis 6 mois. Mais bon, on verra les formules alignées dans ces prochaines semaines, mais Dzeko semble effectivement assez intouchable dans l'esprit de Simone Inzaghi, aussi parce que c'est un joueur intelligent, non pas que les autres ne le sont pas, mais c'est un joueur qui est profondément intelligent et collectif, et un joueur d'équipe, donc c'est aussi important dans l'équilibre. Il fait des replis défensifs assez importants, enfin, il est vraiment très, très collectif dans son sens de jouer, donc c'est aussi important. Eh ben, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce format particulier, donc en vidéo. On essaiera d'en faire de temps en temps, encore le sujet s'y prêtera évidemment. Sinon, on reste en format podcast. Merci Cédric d'avoir analysé ce match. Et puis, tu as pu aussi l'analyser parce que tu participes à un autre podcast que celui-ci et que Calcio Espresso. Tu peux nous en parler en 2 mots? Merci Giuliano, oui effectivement, ça s'appelle Sponda Nerazzurra. C'est un nouveau network italien qui fait de passionnés, de tifosi de l'Inter. Donc, pour analyser l'actualité du club, il y a un site internet,
.com. Et puis, il y a plusieurs rendez-vous, notamment des lives vidéo après les matchs. Et j'apporte une petite contribution sur des analyses tactiques. Donc, que ce soit, ça a été le cas pour ce derby de Milan et ce sera le cas sur d'autres rendez-vous. Eh bien, merci à tous et ciao et bonne chance pour cette semaine qui sera assez compliquée puisque on va jouer, n'oubliez pas, la Rome ce mardi, puis Naples samedi et puis en Ligue des Champions contre Liverpool. Allez, ciao à tous. Ciao à tous.